ça a été un peu sportif. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs membres de l'Oxford Union, chers amis, c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation et c'est avec honneur que je m'exprime aujourd'hui devant vous au sein de cette prestigieuse institution liée à l'Université d'Oxford, la plus ancienne du monde anglo-saxon et l'une des plus réputées. J'apprécie toujours de me rendre en Angleterre parce qu'à l'exception de quelques excités professionnels, l'accueil est toujours chaleureux, mais aussi parce que l'évolution politique de la Grande-Bretagne démontre, n'en déplaise à certains, que le peuple ici, je crois, partage les mêmes aspirations que de l'autre côté de la Manche. L'histoire de l'Université d'Oxford est très liée à la France, puisque c'est l'expulsion des étrangers de l'Université de Paris au XIIe siècle qui a conduit beaucoup d'étudiants anglais à s'établir à Oxford, favorisant ainsi son essor. Quelques siècles plus tard, par une ironie dont l'histoire a le secret, un grand nombre d'étudiants français postulent pour intégrer votre illustre institution. Depuis 1823, année de création de votre société, l'Union Oxford a toujours été un lieu de débat, farouchement attaché à la liberté d'expression et à toutes les libertés. Aujourd'hui, cette notion de liberté dont les peuples britanniques et français sont si épris prend tout son sens après les terribles événements qui ont endeuillé la France il y a un peu moins d'un mois. L'un des drames de nos sociétés occidentales, c'est l'oubli de nos valeurs essentielles et fondamentales. La liberté est à bien des égards la première d'entre elles. Étouffée dans le tumulte d'un quotidien pacifique et confortable, son cri se fait de nouveau entendre au moment des heures sombres. Quand elle se trouve menacée ou mise en péril, on se rappelle son nom et celui-ci illumine la face du monde. On se met à l'afficher partout, sur chaque mur, sur chaque vêtement, sur chaque affiche. On est soudainement prêt à mourir pour elle, comme une mère protégeant sa progéniture. Elle devient notre alpha et notre oméga, notre boussole, notre eau, notre oxygène. On se rappelle alors ses bienfaits, la liberté d'aller et venir en toute quiétude, de dire ce que l'on pense sans être inquiété, de ne pas subir l'arbitraire, la peur, la contrainte, la soumission ou la servitude. Elle permet l'impossible, le dépassement de soi, la réussite, l'épanouissement personnel, la fondation d'une famille. J'ai encore en mémoire ces vers de Paul Éluard qui illustrent à merveille l'insaisissable notion et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Combien de nos soldats sont tombés pour elle sur tous les champs de bataille du monde? Combien d'opposants politiques ont enduré des années de prison pour sa conquête? Combien de peuples l'ont prié avant tous leurs dieux en attendant de briser leurs chaînes? La France et le Royaume-Uni sont des enfants de la liberté. En effet, nos deux nations se sont édifiées sur ces principes et se sont battues pour les défendre tout au long de leur histoire. Elle constitue la pierre angulaire de votre habeas corpus de 1679 et elle introduit la devise républicaine de la France, liberté, égalité, fraternité, comme l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Lors de la Glorieuse Révolution, l'Angleterre rejetait l'absolutisme au profit du parlementarisme et du respect des libertés individuelles. En 1789, la Révolution française consacrait le triomphe des idées, des Lumières, dont le socle était cette liberté chérie. Pour résumer, si vous me permettez cette expression, je dirais que nul n'est plus libre qu'un Français, si ce n'est un Britannique. Au cours des 2 derniers siècles, la France et le Royaume-Uni ont vu les combats pour les libertés s'intensifier et se diversifier. La conquête des libertés politiques et l'établissement du régime démocratique qui est, comme chacun le sait en Grande-Bretagne, un mauvais système, mais le moins mauvais de tous les systèmes. La liberté de la presse, qui demeure indispensable à toute démocratie digne de ce nom. La liberté religieuse, acquise de haute lutte et sanctuarisée en France par la laïcité. La liberté des femmes, longtemps cantonnée au brillant second rôle.
Il fallut bien souvent arracher ces lambeaux de liberté après de féroces combats politiques avec syndicalistes et suffragettes, des joutes oratoires homériques à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale, des lois révolutionnaires, les consciences ont dû mûrir, les conservatismes être renversés. Aujourd'hui, en 2015, la liberté, nos libertés, si chèrement gagnées, sont menacées. La première des libertés, la sécurité, est menacée par le terrorisme islamiste. Notre souveraineté, elle, est atrophiée par une Union européenne totalitaire. Le 7 janvier dernier, la liberté a été frappée en plein cœur, à Paris, capitale de l'esprit de 1789, berceau des Lumières. Une attaque terroriste nous rappelait tragiquement la fragilité de nos idéaux. Le journal Charlie Hebdo a été la cible d'un attentat terrifiant. Et c'est toute la France, toutes celles et ceux qui se sentent français qui ont ressenti le coup porté. Pendant 3 jours, la France a subi des attaques terroristes d'une rare violence. Nous avons déploré la perte de 17 de mes compatriotes, tués car ils étaient journalistes, policiers ou bien de confession juive. La liberté d'expression et de la presse, l'état de droit et la liberté de conscience étaient la cible des barbares. Le 11 janvier dernier, le peuple de France s'est levé pour réaffirmer l'unité de la République et la défense de ses principes fondamentaux. Nous autres Français sommes viscéralement attachés à notre laïcité, à notre souveraineté, à notre indépendance, à nos valeurs. Le monde sait que quand la France est attaquée, c'est à la liberté qu'on porte atteinte. Le nom de mon pays résonne toujours comme un appel à être libre. Votre invitation est pour moi l'occasion de remercier au nom de tous les Français le peuple britannique pour son soutien, ses témoignages d'amitié et sa solidarité tout au long de ces tristes journées. Après les terribles événements que la France vient de traverser, après l'émotion qui a étreint tous mes compatriotes et les citoyens du monde amoureux de la liberté, il est désormais grand temps d'apporter des réponses pour que cela ne se reproduise plus. En tant que chef du premier parti de France, ma responsabilité est de proposer des solutions pour assurer la sécurité des Français et endiguer la menace terroriste. Il était indispensable de nommer le mal et le danger. Quand on est en guerre, l'identification de l'ennemi est une impérieuse nécessité pour pouvoir le combattre efficacement. Albert Camus disait « Mal nommer les choses, c'est apporter au malheur du monde ». J'ai été le premier responsable politique français à qualifier nos ennemis et à les désigner pour ce qu'ils étaient. Très vite, les politiques de gauche comme de droite ont maquillé la vérité en se contentant d'évoquer le terrorisme. Cette maladie de l'autruche n'épargne personne, puisque même ici, semble-t-il, les pudeurs de langage deviennent la règle. Tueurs, assassins, on refuse clairement d'appeler un chat un chat. Mais nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme. Le terrorisme n'est qu'un moyen au service d'une idéologie. Ce n'est qu'un outil de destruction dont les auteurs ont défini les modalités. C'est le plus abject, le plus lâche, car il attaque de manière aveugle, précisément dans le but de susciter la terreur, afin que personne, nulle part, ne se sente plus en sécurité. Le terrorisme a plusieurs visages. Il peut endosser un uniforme différent selon les époques et les contrées. Il se teinte de la couleur politique de ses auteurs, rouge dans les années 70 en Italie et en Allemagne, vert aujourd'hui au Moyen-Orient et sur nos territoires. Le terrorisme que nous affrontons aujourd'hui est au service d'une idéologie totalitaire, moyenâgeuse, obscurantiste et inhumaine, le fondamentalisme islamiste. La France, patrie des droits de l'homme et des libertés, a été attaquée sur son sol par le fondamentalisme islamiste. Cette idéologie armée entraîne et mobilise des terroristes islamistes, finance et développe le djihadisme international, alimente le fanatisme religieux. Ce sont eux qui ont attaqué Paris
les 7, 8 et 9 janvier derniers. Ce sont eux qui ont frappé il y a quelques années aux États-Unis, à Londres, à Bombay, en Espagne, et plus récemment au Canada, en Belgique. Ce sont eux les ennemis de la liberté. Ils sèment la terreur partout où ils se trouvent, tels les cavaliers de l'Apocalypse, en Irak, en Libye et en Syrie, avec l'État islamique, en massacrant les chrétiens, en décapitant les opposants pour blasphème, en lapidant les femmes pour adultère et en exterminant les homosexuels ou en brûlant vif dans une cage un pilote jordanien. On les retrouve au Nigeria et au Cameroun avec la secte salafiste Boko Haram qui massacre des villages entiers, revend des femmes et des enfants comme esclaves, au Maghreb et dans la bande sahélienne avec Al-Qaïda qui enlève et égorge les Occidentaux. Il ne s'agit pas d'une nation hostile ou d'un peuple ennemi. Ces combattants n'exhibent pas de drapeau national. Ils ne se battent ni pour la liberté d'un peuple, ni pour l'indépendance d'un territoire. Ils ne protègent pas leurs familles ou leurs enfants. Ils viennent pour détruire et anéantir tout ce que nous sommes et tout ce qu'ils haïssent. Notre liberté, notre mode de vie, notre culture et en France notre laïcité. Vous le voyez, ces récents événements nous renseignent sur le caractère mondialiste du terrorisme islamiste. Infiltré dans tous les pays d'Europe, téléguidés depuis l'Irak ou la Syrie, ces barbares ont déclaré la guerre à nos valeurs, à notre civilisation, à nos libertés, à nos traditions. Ils entendent répandre la terreur pour nous diviser et faire triompher la charia, c'est-à-dire substituer leur ordre totalitaire à notre ordre démocratique. Le temps du recueillement était indispensable. Le temps de l'action est aujourd'hui nécessaire. Pour lutter contre la menace islamiste, toutes les nations européennes doivent être rassemblées et unies. Toutes nos nations, car il s'agit bien là d'une guerre globale sur plusieurs fronts. La sécurité de nos enfants n'est ni de droite, ni de gauche. Elle est nationale. En France, le Front National a formulé depuis longtemps des propositions pour endiguer la menace du fondamentalisme islamiste. Nous ne tirons aucune gloire d'avoir eu raison trop tôt. La seule chose qui m'importe, c'est la défense de mon pays et la protection de mes compatriotes. Toutes nos valeurs qui font partie intégrante de notre ADN, tous nos pays démocratiques sont honnis par nos ennemis. Ils se sont jurés de les détruire. Qu'ils soient de droite comme de gauche, les gouvernements successifs de la France n'ont pas pris, je le crois, la mesure du problème et de la tâche à accomplir. Au lendemain de ces attentats, les politiques ont proposé la tenue d'une commission pour réfléchir aux causes de ces attentats, des paroles quand il faut de l'action. Winston Churchill donnait une définition lucide de ces comités théodules, un groupe de personnes incapables de faire quoi que ce soit par elles-mêmes, qui décident collectivement que rien ne peut être fait. Je n'évoquerai pas la grande arme brandie par le gouvernement français, un site internet Stop Djihadisme. Je pense qu'effectivement ceci va faire trembler les fondamentalistes. Pour la gauche et la droite française, toute référence au fondamentalisme islamiste doit être proscrite, par peur d'amalgame entre l'islam et l'islamisme. Il faut préférer, par exemple, le nom Daesh, comme pour polisser le discours et atténuer les peurs et le danger. L'ironie de l'histoire veut que Daesh signifie en arabe exactement ce que l'on cherche à cacher, autrement dit, État islamique. C'est en refusant le déni, c'est en regardant dans les yeux l'ennemi à combattre que l'on évite l'amalgame. Je le dis de la manière la plus solennelle qui soit. Les musulmans eux-mêmes ont besoin d'entendre ce message. Ils ont besoin que l'on fasse clairement la distinction entre le projet politique islamiste que certains cherchent à imposer par la terreur et leur foi. Or, cette distinction ne peut se faire que si l'on accepte d'identifier la menace. Ce n'est pas servir nos compatriotes britanniques et français de confession musulmane que d'entretenir
les suspicions et les non-dits. Le terrorisme islamiste est le cancer de l'islam contre lequel ils doivent eux-mêmes lutter à nos côtés. La réalité est qu'une minorité agissante et hostile constitue le vivier des fondamentalistes, une minorité qui s'est enracinée dans le communautarisme, lui-même rendu possible par l'immigration massive et incontrôlée. Nos gouvernants ont nourri le mal de l'intérieur par faiblesse ou par des politiques irresponsables depuis trop longtemps. Après avoir nommé le mal, il est indispensable de relever les erreurs que nous avons commises pour en arriver à ces dramatiques événements et d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Je m'attarderai sur quelques-unes d'entre elles. Premièrement, je crois que nous devons retrouver en France le contrôle et la maîtrise de nos frontières. Le dogme de la libre circulation des personnes et des marchandises est ancré si fermement chez les dirigeants de l'Union européenne que l'idée même d'un contrôle aux frontières nationales est considérée comme une hérésie. Pourtant, la frontière constitue notre première protection contre le djihadisme. Certains de mes opposants en France caricaturent honteusement l'idée de frontières. Si on les écoute, je souhaiterais hérisser le pays de barbelés, élever des murailles aux quatre coins de l'Hexagone, creuser des douves, rebâtir la défunte ligne Maginot. Pourquoi pas boucher le tunnel de la Manche pendant que nous y sommes? Tout cela est grotesque et ce n'est pas à la hauteur des enjeux. La frontière doit être un filtre et non un mur. Je rappellerai que, comme la Grande-Bretagne, 95% des pays du monde ont des frontières pour se protéger, pour contrôler et décider qui peut entrer sur son territoire. La frontière est même consubstantielle de l'idée d'État qui se définit selon le sociologue Max Weber comme une entreprise à caractère politique, politique à caractère institutionnel lorsqu'et tant que sa direction administrative revendique avec succès dans l'application de ses règlements le monopole de la contrainte physique légitime sur un territoire donné, délimité par des frontières. Sans frontières, pas d'État. Pas de sécurité, pas de souveraineté, pas d'indépendance et pas de liberté. J'ai demandé au président de la République française de suspendre immédiatement Schengen pour recouvrer la maîtrise et le contrôle de nos frontières. Je savais quelle serait sa réponse, tant il est vrai qu'il n'est plus que le laquais d'une Union européenne technocratique qui s'est fixé comme objectif la dissolution des États-nations. L'aveuglement fédéraliste confine décidément à la bêtise. Et pourtant, les frontières passoires constituent un véritable danger. Chaque année, des tonnes d'armes en provenance des Balkans entrent sur le territoire français sans que de véritables barrières ne puissent les arrêter et des centaines de djihadistes circulent dans l'Europe sans entrave. Le pistolet mitrailleur du djihadiste Hamedi Koulibaly, qui tuera 5 personnes, a transité par la Belgique et sa compagne et complice Ayad Boumedienne a pu fuir tranquillement en Syrie en passant par l'Espagne. Voilà les résultats de la soumission des gouvernements nationaux aux ordres de Bruxelles. L'Union européenne nous affaiblit en nous imposant l'ouverture totale des frontières, mais aussi parce qu'elle impose des politiques d'austérité qui, en France et en Europe, ont frappé de plein fouet les capacités militaires de police et de renseignement, moins de personnel, moins de matériel, moins de performance. Si nous avions eu des frontières nationales, nous aurions probablement pu arrêter à la frontière nationale beaucoup de ceux qui sont revenus sur le territoire après être partis combattre en Syrie ou s'entraîner au Yémen, comme c'est le cas d'au moins un des terroristes fondamentalistes tués le 9 janvier dernier. Deuxièmement, l'immigration massive, légale et clandestine qu'a connue notre pays depuis des décennies empêche que se mette en place une véritable politique d'assimilation. Sans une politique de restriction migratoire, il devient extrêmement difficile, voire impossible, de lutter contre le repli communautaire et le développement de revendications de modes de vie spécifiques, pour certaines, il faut le dire, en contradiction avec la laïcité et d'autres lois et valeurs de la République française. S'ajoute à cela le poids du chômage de masse que l'immigration, évidemment, ne fait qu'aggraver.
Avec 6 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres, la France n'est plus en capacité d'accueillir de nouveaux migrants. Elle le voudrait, qu'elle ne le pourrait plus. Il est donc urgent de stopper cette immigration massive et de revenir à une immigration soutenable avec 10 000 entrées par an au lieu des 200 000 entrées actuelles. Des générations d'immigrés polonais, italiens, espagnols, portugais ont vaincu les frustrations et les difficultés par l'assimilation. Aujourd'hui, la machine est en panne du fait d'un trop grand nombre d'immigrés venus principalement du Maghreb et d'Afrique subsaharienne présents en France et du renoncement coupable des gouvernements français au cours des 30 dernières années. La Grande-Bretagne rencontre la même problématique, avec un afflux de migrants d'Europe de l'Est. Alors oui, il faut le dire, l'immigration massive, anarchique, empêche l'assimilation correcte. Or, l'assimilation constitue le rempart contre le communautarisme qui est, je le dis, l'un des terreaux du fondamentalisme islamiste. Dans sa sagesse, l'Antiquité avait résumé cette règle de bon sens à Rome, fait comme les Romains. On ne peut imposer une règle globale tout en demandant aux gens de faire comme bon leur semble, en fonction de leurs coutumes, de leurs traditions, de leur religion. La liberté individuelle et communautaire s'efforce toujours, tôt ou tard, de supplanter la liberté générale. Le Front National a toujours lutté avec acharnement contre tous les communautarismes. Il a toujours récusé l'idée, même de communauté au sein de la République, une et indivisible selon les termes de sa Constitution. C'est vrai que c'est une spécificité française, le communautarisme étant plus facilement accepté dans le droit anglo-saxon. Ainsi, parce que les mots ont un sens, et un sens politique, je ne parle jamais de communauté chrétienne, juive ou musulmane, mais de citoyens français de confession chrétienne, juive ou musulmane. La seule communauté existante en France est la communauté nationale. Lutter contre le terrorisme islamiste, ce n'est pas seulement apporter des réponses militaires ou de sécurité, c'est rappeler et réaffirmer nos principes, la laïcité, l'assimilation, l'état de droit. Nul ne doit pouvoir s'affranchir des règles et des lois communes pour se soumettre à une loi particulière, y compris religieuse. Il en va de notre unité, de la persistance de nos valeurs, de notre mode de vie, mais aussi de la paix civile. Comment en effet ne pas constater que les sociétés multiculturelles deviennent toujours à terme des sociétés multiconflictuelles? Notre politique étrangère aussi doit être totalement repensée, tant elle est marquée depuis des années par de très graves incohérences. En effet, l'Occident a accumulé les erreurs tragiques en démolissant ce qui devait être préservé et en restant passif là où il était nécessaire d'intervenir. En attaquant l'Irak, injustement, en faisant tomber le régime laïque de Saddam Hussein, aussi critiquable soit-il. Les États-Unis et leurs alliés, dont le Royaume-Uni, ont profondément ébranlé l'équilibre du Moyen-Orient. C'était il y a 12 ans. Nous en payons les conséquences aujourd'hui. Saddam Hussein ne menaçait nullement la paix du monde. Il était du reste un ennemi d'Al-Qaïda et des terroristes. Alors oui, c'était un autocrate, coupable de crimes contre son peuple. Mais la dictature laïque de Saddam Hussein représentait un bouclier contre la progression du fondamentalisme religieux et de son bras armé, le djihadisme. La tolérance religieuse était assurée et les femmes libres d'étudier et de travailler en exhibant leurs cheveux. La chute de Saddam Hussein a entraîné le chaos en Irak, qui est devenu le foyer du djihadisme. L'État islamique s'est constitué sur les ruines de l'État irakien en recrutant notamment ses troupes parmi les anciens militaires de l'armée du Raïs. Des centaines de milliers de morts et des années d'instabilité auraient pu être évitées sans cette intervention catastrophique de 2003. En matière de politique étrangère, la politique du moins pire doit nous guider. Le moins pire, ce sont les régimes qui refusent la charia, permettent aux minorités religieuses de coexister et qui peuvent nous aider à lutter contre le terrorisme islamiste chez eux. Ceux-là peuvent nous aider aussi à préserver notre sécurité intérieure.
Winston Churchill était lui-même un adepte de la politique du moins pire. Dès le déclenchement du conflit germano-soviétique en juin 1941, Winston Churchill prend le micro pour adresser au peuple britannique et au monde l'une de ses homélies dont il avait le secret. Lui, l'anticommuniste viscéral, accueille pourtant l'Union soviétique dans la famille des démocraties et fournira du matériel et des armes à Staline dès l'été 1941. Quand on l'interrogea sur les motivations de cette décision, il répondra avec panache « Si Hitler envahissait l'enfer, j'irais toucher un petit mot en faveur du diable à la Chambre des communes. » C'est dans la fidélité à cette doctrine qui a fait ses preuves que nous devons repenser notre diplomatie qui doit désormais reposer sur des principes réalistes et non sur des envolées idéologiques bien pensantes. La politique étrangère n'est pas question de bien ou de mal. C'est du réalisme, du pragmatisme, des intérêts à défendre, des enjeux de sécurité et de protection de nos ressortissants. La morale et la vertu peinent à s'accommoder avec les réalités du terrain. L'intervention de l'ancien président Nicolas Sarkozy en Libye fut également une faute dramatique. La dictature du colonel Kadhafi ne nous menaçait pas. Aujourd'hui, grâce à notre aide, les fondamentalistes islamistes sont au pouvoir. Le chaos et l'anarchie règnent en Libye et l'on se demande s'il ne faudra pas bientôt intervenir pour chasser ceux que l'on a contribué à installer au pouvoir. En effet, comme l'avait immédiatement annoncé le Front National, les soi-disant combattants de la liberté et de la démocratie que l'Occident couvrait de compliments étaient en réalité les fondamentalistes islamistes dont les armes se sont retournées contre nous au Sahel, au Mali et en Centrafrique. En effet, le chaos libyen a entraîné dans sa chute des régions entières du Sahel. Le soutien du président Hollande à certains groupes fondamentalistes en Syrie pour faire tomber Bachar al-Assad correspond à la même logique et fut au même titre une mesure désastreuse. Les alliances nouées avec des régimes qui soutiennent, financent et arment les combattants du djihad, comme le Qatar et l'Arabie saoudite, sont autant de fautes qui ont plongé la nation dans de graves incohérences géopolitiques dont elle a du mal à s'extraire. Ils sont peu en Europe à avoir osé dénoncer le lien direct ou sournois de ces pays du Golfe avec le terrorisme islamiste. Il faut dire que les liens financiers entre la classe politique française et les dictateurs de ces pétromonarchies nourrissent de lourdes suspicions légitimes. L'attitude de François Hollande vis-à-vis de la Russie de Vladimir Poutine est aussi lourde de conséquences. La Russie est une puissance sur qui la France et l'Europe pourraient compter en matière de lutte contre le terrorisme islamiste, auquel la population russe est elle-même confrontée. Pourtant, en s'obstinant dans un bras de fer absurde sur la question ukrainienne, les démocraties européennes se privent d'un allié de poids. Il faut être beaucoup plus ferme avec la Turquie, qui accumule les attitudes pour le moins ambiguës. Nous ne pouvons plus tolérer que des jeunes Français se forment au djihad au Moyen-Orient et traversent pour ce faire le territoire turc sans être inquiétés par les services de renseignement. L'Union européenne, je le crois, doit cesser ses négociations d'adhésion avec la Turquie qui laissent aller et venir les djihadistes en toute impunité. Il est nécessaire de rectifier ces erreurs rapidement en adoptant les mesures qui conviennent. Ma génération et votre génération n'ont pas connu la guerre, l'occupation, la barbarie. Elles ont été endormies par la douce musique de la mondialisation triomphante, de la consommation de masse, des communications planétaires et des voyages faciles, de la culture globalisante, de l'Internet roi de l'individualisme. Aujourd'hui, un immense défi se présente à nous. Il nous faut sortir de ce confort relatif pour bâtir un nouveau modèle de société et préserver efficacement notre sécurité et notre identité dans ce 21e siècle de tous les périls. Il n'y a pas de fatalisme. Le Premier ministre Manuel Valls a osé dire aux jeunes Français qu'ils devront s'habituer au terrorisme pour mieux dissimuler les échecs cinglants de son gouvernement et anticiper les prochaines déconvenues. Mais quel cruel aveu d'échec! Un grand homme disait en 1940 « Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. » Il n'avait rien à offrir, si ce n'est une victoire finale après 5 ans de sacrifice. Manuel Valls n'est pas Churchill, malheureusement pour la France.
Je ne partage pas ce défaitisme et cette résignation qui ne sont pas dignes d'un responsable politique, qui plus est chef de gouvernement. Le mouvement que je préside, le Front National, a depuis longtemps averti les Français de la situation explosive que les politiciens des partis UMP et PS ont engendrée, favorisée et laissée perdurer. Mais cette situation est la conséquence de choix politiques erronés. Un changement radical d'orientation peut donc nous en sauver. Les Français attendent des solutions, de l'action et des mesures efficaces pour restaurer leur sécurité et en finir avec les maux qui gangrènent notre société. Il faut tout faire en France, au Royaume-Uni et en Europe pour éviter un choc des civilisations qui terrasserait notre continent. Il faut tout faire pour l'éviter et préserver notre cohésion nationale et notre indépendance, elle-même garante du maintien de nos libertés. L'indépendance de nos nations est pourtant la proie d'une institution qui se revendique comme puissance maîtresse en dilapidant nos souverainetés. Cette instance supranationale et liberticide est responsable d'une grande partie de nos maux. Vous aurez reconnu l'Union européenne, celle-là même dont tous les peuples d'Europe subissent et craignent les injonctions, les diktats et les mesures d'austérité qui frappent sans la moindre pitié. Elle constitue une parfaite aberration historique, une véritable prison des peuples, sur un continent qui a trop souffert des dominations et des jougs du passé. Cette Europe est antidémocratique, et pourtant, elle gouverne nos démocraties. Cette Europe veut redéfinir les contours de nos territoires, de nos organisations structurelles, de nos professions réglementées, du calibrage de nos fruits à la taille de nos filets de pêche. Elle se fait juge, censeur, huissier et collecteur d'impôts. Mais aujourd'hui, les peuples européens en ont assez de courber l'échine devant la matraque bruxelloise ou le fouet allemand. Aujourd'hui, nos peuples, nos nations aspirent à la liberté de prendre leur destin en main et de décider par eux-mêmes ce qui est bon pour leurs enfants. Ce ne sont pas quelques technocrates sordides qui vont contrôler nos vies. Pouvons-nous laisser le futur de nos enfants entre les mains de ces apôtres de la fédéralisation forcée? Le 25 janvier dernier, le peuple grec a envoyé un formidable désaveu aux tenants de l'austérité, à la Troïka, à Mme Merkel, à M. Juncker et à tous leurs séides. La Grèce, humiliée depuis trop longtemps, a relevé la tête comme un symbole. C'est dans le berceau de la démocratie que le pouvoir du peuple s'est exprimé de la plus belle des manières pour dire non à la soumission, non à l'asservissement, non aux décisions supranationales qui sont en réalité antinationales. Oh, je ne partage pas, vous le savez, toutes les idées d'Alexis Tsipras et de son parti Syriza, qui se situe à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Mais je me reconnais totalement dans cette volonté du peuple grec de retrouver sa liberté, sa dignité, sa souveraineté économique. Qu'est-ce que la souveraineté politique sans la souveraineté économique? Qu'est-ce que le pouvoir sans les moyens de la puissance? Une coquille vide. À l'instar des Grecs, les peuples européens ne veulent plus être les marionnettes des technocrates de Bruxelles et les jouets des banquiers de Francfort. Ils n'en peuvent plus des injustices, des injonctions venant de gouvernements étrangers qui s'arrogent le droit de donner les leçons et les punitions. La décision de la Banque centrale européenne, rendue publique hier, consiste ni plus ni moins en un rétablissement de l'esclavage pour dette, supprimé par Solon en 500 avant Jésus-Christ. Cette élection grecque n'est que le premier remous d'une vague de liberté qui déferlera sur notre vieux continent. En Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni et en France, les chaînes de l'austérité vont se briser les unes après les autres. Les prochaines élections parlementaires britanniques se dérouleront le 7 mai prochain. Elles seront déterminantes pour l'avenir du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Le peuple britannique va pouvoir se prononcer sur son avenir au sein de cette Union européenne. David Cameron, votre Premier ministre sortant, a promis, s'il était reconduit à son poste après une victoire des conservateurs, d'organiser un référendum sur le maintien de son pays au sein de l'Union européenne. Quelle valeur ont ces référendums dans cette Union européenne? Quand celui de 2005, qui a vu le peuple français rejeter la Constitution, a été violé de la manière la plus sordide
par la classe politique française sur injonction de l'Union européenne. Oh, c'est écrit. Les européistes flamboyants vous feront craindre le pire en cas de sortie de l'Europe. Ils vous annonceront les plaies d'Égypte et les calamités qu'ils ont eux-mêmes engendrées, le chômage, la récession, la pauvreté. Ils nous traitent déjà, nous les patriotes européens, de rétrogrades, de xénophobes, de ringards. Pour eux, nous ne sommes que des apeurés, des islamophobes, des europhobes, et j'en passe. L'Union européenne tire la Grande-Bretagne et la France en arrière. Il est temps d'en sortir pour reprendre la marche en avant. David Cameron a dit « Notre adhésion selon les bases existantes de l'Union européenne ne peut pas durer. » Conviction ou stratégie? Le Front National, lui, n'a jamais varié. Il tient le même discours depuis des années. Je vous le disais, sur un bon nombre de sujets, immigration, insécurité, terrorisme, Europe, euro, nous avons souvent eu raison trop tôt. Et on dit qu'avoir raison trop tôt, c'est une autre manière d'avoir tort. Selon un sondage publié le 11 janvier 2015, les priorités des électeurs britanniques seraient le système national de santé et l'immigration. Sujet pourtant, semble-t-il, totalement absent de la campagne des deux partis britanniques historiques. Nos deux pays demeurent tous les deux prisonniers des traités européens qui nous contraignent à l'ouverture des frontières. La Grande-Bretagne, comme la France, a besoin d'un discours honnête et pragmatique sur l'immigration, mais les travaillistes et les conservateurs, comme le Parti socialiste et l'UMP en France, ne veulent pas regarder la réalité des faits. La seule solution efficace et pérenne sera d'arrêter le flot d'immigration en s'affranchissant des obligations juridiques liées au principe de la libre circulation inscrit dans les traités de l'Union européenne. L'ouverture des frontières et la globalisation sont jugées comme un projet logique par nos adversaires. Benjamin Disraeli, fameux Premier ministre de la reine Victoria, notait « L'Angleterre n'est pas gouvernée par la logique, mais par le Parlement ». Cette formule signifie que le 7 mai prochain, ce sera le peuple britannique qui décidera, et nul autre que lui. En mai 2017, ce sera au tour du peuple français de choisir son destin. En tant que peuple libre, nos destins sont liés. Nous devons mettre nos énergies en commun pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés, pour aider à offrir à notre jeunesse d'autres perspectives que l'austérité, la dissolution de nos nations, l'affaissement de nos identités, l'affrontement communautaire, la guerre civile et la menace terroriste. C'est en rendant au peuple sa pleine et entière souveraineté que nous parviendrons à regarder l'histoire en face avec optimisme et confiance. Vive l'Europe des nations libres et indépendantes. Je vous remercie. I'm going to say it in English and then translate into French. Okay. After the Charlie Hebdo tragedy, you said France must get rid of the murderous ideology that is Islam and eradicate the cancerous cell that Islamic fundamentalism presents. Marine Le Pen are using events such as Charlie Hebdo for political gain and to spread fear. Après la tragédie Charlie Hebdo, vous dites que la France doit se débarrasser de l'idéologie meurtrière qu'est l'islam et éliminer les cellules cancéreuses que le fondamentalisme islamique présente. Marine Le Pen, utilisez-vous l'événement Charlie Hebdo à fin politique et pour faire peur? Non. Je crois que justement le Front National a été celui qui, avant même les attentats, avait tiré la sonnette d'alarme sur le danger du fondamentalisme islamiste. Quand je dis que le fondamentalisme islamiste est un cancer, c'est pour dire qu'il y a un corps sain. La religion musulmane en elle-même est un corps sain, mais il existe des cellules cancéreuses. Et comme quand vous avez un cancer, on vous dit qu'il y a des comportements à risque. Eh bien, il existe des comportements à risque qui nourrissent ces cellules cancéreuses. Nous avons donc besoin du corps sain pour pouvoir lutter contre les cellules cancéreuses du fondamentalisme islamiste. Moi, je dénie tout à fait l'accusation faite au Front National d'utiliser ces événements. La réalité, c'est que
nous avons posé le bon diagnostic et nous ne pouvons pas être accusés lorsque la maladie s'aggrave. D'accord. Okay. In your memoirs, you said of your father, he is the man of my life because he shaped me. He transmitted to me his values. Do these values include Holocaust denial? Dans vos mémoires, vous avez dit de votre père, il est l'homme de ma vie parce qu'il m'a formé, il m'a transmis ses valeurs. Est-ce que ces valeurs comprennent le déni de l'Holocauste? Bon, d'abord, je ne vais pas répéter ce qui a été dit depuis 30 ans. 30 ans, hein. Cette phrase qui n'était pas une négation de l'Holocauste, d'ailleurs. Ça, c'est, comment dire, l'imagination qui en a été faite. Bon. Jean-Marie Le Pen a indiqué cette phrase il y a 30 ans. J'ai dit que je n'avais pas la même vision que lui. Il avait dit que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, vous vous souvenez. J'ai été amené à m'expliquer 20 fois, 30 fois, 50 fois sur ce sujet. Je ne pense pas qu'il soit juste de résumer un homme à une phrase dite il y a 30 ans. Il a été un soldat, il a quitté les bancs de l'Assemblée nationale quand il était député pour aller se battre volontairement en Algérie. Il a porté l'uniforme, il a été décoré. Il s'est battu à la tête d'un mouvement politique dans des conditions pas faciles. Il a, depuis 40 ans, s'est présenté à toutes les élections. Alors on peut en penser ce qu'on veut, on peut être en désaccord avec lui. Mais je trouve qu'il est assez injuste de résumer 60 ans de vie politique à une phrase dont il s'est d'ailleurs expliqué le lendemain en disant que si elle avait pu blesser des gens, il s'en excusait sincèrement. But what's your opinion on this? Do you believe his views? Vous pensez le même vue de votre père? Je pense la même. L'opinion de votre père? Non, je l'ai dit. Les mêmes valeurs. Pas du... The same values. Non mais attendez, les valeurs c'est quoi? Les valeurs c'est la droiture, c'est l'honnêteté. L'Holocauste. Non, mais je l'ai dit, j'ai fait une interview, une grande interview dans un journal il y a plusieurs années pour dire que je considérais que les événements de la Seconde Guerre mondiale étaient des événements majeurs, je veux dire, et que la Shoah avait été quelque chose d'épouvantable. Je l'ai dit de la manière la plus claire qui soit, mais encore une fois, 30 ans. D'accord. Non mais je veux dire, est-ce qu'un assassin d'enfant fait 30 ans? En France, non. Hein. Mais Jean-Marie Le Pen, lui, pour cette phrase dont très honnêtement, je peux vous dire qu'elle a été une maladresse. C'est vrai, elle a blessé des gens, c'est incontestable. 30 ans après, continuer à lui en chercher querelle, je trouve que c'est un peu facile. Voilà. Parce que Jean-Marie Le Pen, lui, non mais je vous le dis parce que sûrement beaucoup d'entre vous ne le savent pas, Jean-Marie Le Pen, lui, à la différence de François Mitterrand, qui a été 14 ans président de la République française, n'a pas reçu la plus haute distinction du régime de Vichy des mains du maréchal Pétain. Ça a été le cas de François Mitterrand, qui a reçu la Francisque des mains du maréchal Pétain. Mais à lui, personne n'est jamais venu lui demander des comptes, ni à aucun socialiste depuis ce temps-là. C'est tout de même un peu inéquitable. Are you trying to distance yourself from your father's views for political reasons or because you actually condemn these comments? Essayez-vous de vous éloigner de l'opinion de votre père pour des raisons politiques ou parce que vous condamnez ces commentaires ignobles? Écoutez, bon, je crois vous avoir répondu. Je crois que je vous ai répondu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si, je crois, de plus en plus de Français de confession juive se tournent vers le Front National, parce qu'ils considèrent que le seul mouvement politique capable de les défendre face au fondamentalisme islamiste, c'est précisément le Front National. C'est très probablement parce qu'ils sentent chez moi une conviction et une sincérité. Voilà.
Je n'ai pas à encore une fois, justifier, car je n'ai strictement rien à me reprocher. Alors, rien. Okay, the final question now. In 2010, you compared praying Muslims to Nazi occupiers. Afterwards, you said, my comments were absolutely not a blunder, but a completely thought-out analysis. Perhaps you could share your analysis with the audience. En 2010, vous avez comparé le musulman qui prie aux occupants nazis. Après, vous dites, mes commentaires n'étaient absolument pas une erreur, mais une analyse bien réfléchie, complètement. Peut-être que vous pourriez partager votre analyse avec le public? Oui, Madame le procureur, je vais le faire immédiatement. Écoutez, ça fait des années que j'attire l'attention de mes compatriotes sur des éléments séparés qui m'apparaissaient être capables de créer un puzzle. Ces éléments étaient des revendications politico-religieuses portées par des fondamentalistes islamistes. Il y a eu des réclamations vestimentaires, des réclamations alimentaires, des réclamations d'horaires séparés, des réclamations de modification des contenus des manuels scolaires, et il y a eu les prières de rue. Je dis et je redis que ceux qui prient dans la rue ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de mosquée, c'est un mensonge. Ceux qui prient dans la rue le font pour des raisons politiques. Ils expriment par cet acte politique arrogant, on peut le dire, leur refus de se plier aux règles et aux lois de la République française. Je vous indique au passage qu'en Algérie, les prières de rue sont interdites, et il s'agit pourtant d'un pays musulman. Donc, je n'entends pas me soumettre aux revendications politiques portées par les fondamentalistes islamistes sur le territoire français. Je l'ai dit, je le redis, et je continuerai à le dire, même si pour cela je suis poursuivi devant les tribunaux ou conspué par les excités d'extrême gauche. I'd now like to open up the discussion to the floor. Please raise your hand clearly, and there will be a microphone going round. Ms. Le Pen talked a lot about freedom of expression tonight, and she also defended not the words of her father, but the fact that although he might have hurt some feelings... This is French. On va y Third time for arriver. charm. Technology. On va y arriver. Alors, I'll just continue from where I vous was. parliez de mon père, je crois. Yeah. You're defending what he said, not defending what he said, but defending his ability to say it, even if it did hurt a few feelings, you say. When will Ms. Le Pen start defending, campaigning for the release, or start campaigning for the comedian Dieudonné, who was arrested for the things he said after the Charlie Hebdo attack? Alors, vous avez raison de dire que la liberté d'expression, c'est la liberté de dire des choses qui peuvent être blessantes. Quand j'ai défendu la liberté d'expression de Charlie Hebdo, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas plus éloigné de ma pensée que celle de Charlie Hebdo. Et nous avons nous-mêmes été les victimes principales, peut-être, de Charlie Hebdo, qui s'est attaqué au Front National de 1000 manières. Mais c'est ça, je crois, la sincérité de la défense de la liberté d'expression. C'est lorsque l'on est capable de défendre non pas ceux qui pensent comme vous, parce que ça, c'est à la portée de tout le monde, c'est assez facile, ça ne demande pas beaucoup de sacrifices, mais précisément ceux qui ont une pensée radicalement différente de la vôtre. C'est vrai que j'ai été amené à m'exprimer d'ailleurs sur les propos de M. Dieudonné. Je n'ai aucune complaisance de quelque manière que ce soit à l'égard de cet homme. Je le dis de la manière la plus claire qui soit. J'ai été moi-même heurté, choqué profondément par
son dernier propos sur Charlie Coulibaly. Mais je crois que les sociétés élevées comme les nôtres peuvent exprimer une condamnation morale, une condamnation politique de ces propos. Je m'inquiète toujours de voir les tribunaux correctionnels se saisir de ces propos, car au fur et à mesure, on voit une tendance des responsables politiques à combattre non pas par le débat ou par l'opprobre, mais par le recours à des plaintes ou à des tribunaux. Je considère ça comme inquiétant dans le cadre de la défense de la liberté d'expression. Bonsoir, je vous remercie de votre visite chez nous à Oxford ce soir. It has recently become apparent. It has recently become apparent that, despite the fact that the Front National is often described as a homophobic party, in fact, its support is much greater among the LGBT community in France than it is among the general population, it's particularly in France, and the difference is about 20%. How can you just explain this phenomenon? What are your thoughts on this? J'explique tout simplement parce que ça faisait partie des caricatures du Front National. Moi, quand j'entends décrit le Front National, de temps en temps, je me retourne en disant « Mais de qui est-ce qu'il parle ?» Sûrement pas de mon mouvement, car mon mouvement n'a rien à voir avec ce que j'entends hurler dans la rue. Le Front National n'a jamais été homophobe. Le Front National considère que chacun fait ce qu'il veut, voilà, et que chacun est libre de sa religion, chacun est libre également de sa sexualité. Nous, ce qui nous importe, c'est la défense de la France et des Français. C'est notre credo. Nous ne regardons pas ni l'âge, ni la classe sociale, ni la sexualité, ni l'origine des Français. Et c'est vrai, il y a énormément au Front National de gens qui sont d'origine étrangère, qui sont homosexuels, qui sont ceci ou sont cela. Et je veux dire, après, je n'ai même pas envie de le savoir, je n'ai même pas besoin de le savoir. Ça ne m'intéresse pas. Pour moi, ça n'est pas un critère. Et je crois qu'eux, ils le savent. Voilà. Et ils sont passés au-delà, si vous voulez, de la caricature faite par les journaux, par les médias, par les politiques, et se sont rendus compte que, tout à fait évidemment, ils étaient au même titre que n'importe qui d'autre le bienvenu dans le mouvement patriote que je préside. Ms. Le Pen, in the beginning of your talk, you mentioned that you regard the invitation by the union as a sign for support for your country after the horrible attacks, and I hope this is true, but I also hope that the invitation by the Oxford Union is not a support, as a sign of support for your politics and your party. And I want to tell you that the number of people who are showing up, this is definitely not a sign for your support of your party. And here are many people who are... And here are many people who wholeheartedly disagree with what you say and what you stand for. Is there a question? I understand, but yes, are you aware of this? Mais, mademoiselle, je n'ai jamais dit que il y avait un soutien à mon mouvement politique. Je vous demande de m'entendre, pas de m'aimer. J'ai dit que c'était un honneur de m'exprimer devant vous parce que votre institution s'est précisément fait connaître comme un défenseur acharné et historique de la liberté d'expression. Mais je défends aussi, contrairement à la caricature qui est faite de mon mouvement, le pluralisme politique. Bien entendu, je suis là pour exprimer des idées, et si elles sont contraires aux vôtres, c'est le principe même de la liberté d'expression et de conviction dont nous parlions tout à l'heure. Moi, j'ai pour cela le plus grand respect. Je vais vous dire, être à la tête du Front National
n'est pas toujours très facile. Je ne sais pas combien de vos invités ont eu l'accueil dans la rue dont j'ai bénéficié. Bon. Nous sommes très souvent victimes non seulement d'injures, de caricatures, mais clairement de restrictions de nos libertés. Car ne pas pouvoir venir sereinement parler devant vous, être obligé de négocier avec les services de sécurité pour pouvoir exprimer ma pensée, alors que mon mouvement politique est arrivé en tête des dernières élections européennes et que les sondages me donnent aujourd'hui comme arrivant en tête à la prochaine élection présidentielle, ça devrait tous nous interroger sur le niveau de liberté de nos sociétés et de nos nations. Moi, en tout cas, ça continue de m'interroger, car je n'ai jamais, moi, empêché personne de parler. Et mes militants ne sont jamais allés, vous m'entendez? Jamais, pour tenter d'empêcher la tenue d'un meeting de nos adversaires politiques. Voilà. C'est peut-être une des multiples différences qu'il existe entre nous et les autres. Hi. You've spoken a lot today about the freedom to do what you want, the freedom to say what you want. I'd like to ask you why that freedom is not extended to the people who do not wish to assimilate with their community, who wish to practice what they want, who wish to say what they want, who wish to, even for political reasons, to pray in the street. Why is that not their freedom? I want to ask you why we have general freedom, why general freedom is important if we don't have individual freedom. I mean, what is left of general freedom without individual freedom? Monsieur, parce que ce que vous décrivez avec beaucoup de sérénité, ça s'appelle l'anarchie. Il existe un principe, c'est le principe de la loi. La loi, elle est l'émanation de la souveraineté du peuple. C'est le peuple souverain qui, par le biais démocratique, choisit la loi. Et l'on ne peut pas, au motif que la loi nous déplaît, ne pas se soumettre à cette loi. Car sinon, évidemment, c'est le chaos. Voilà. Or, je pense que précisément ceux qui refusent de respecter les lois de la République française se doivent d'être sanctionnés parce que la loi de la République française est l'émanation du peuple français. La laïcité, qui est un principe auquel les Français tiennent beaucoup, ne peut pas faire l'objet de violations quotidiennes sans qu'il y ait un rappel à la loi. Car sinon, le sentiment d'injustice va naître et va croître. Et certains se diront, mais pourquoi moi, automobiliste, qui est dépassé de 10 km/h la limite, pourquoi moi, commerçant, qui ai oublié de payer ma TVA dans les temps, je me fais sanctionner, et ceux qui violent la loi impunément ne sont pas, eux, sanctionnés. Donc, je comprends qu'à votre âge, la loi, l'autorité, c'est pénible. Mais vous verrez qu'en grandissant, vous y trouverez goût. Car c'est un gage de paix civile. Et moi, je suis un défenseur de la paix civile. Thank you. Okay. Sophie Montel, which is do you hear me? Sophie Montel, which is a running candidate of your party, of the Front National, running in legislative elections, said that supporting a statement of your father, former head of your party, said that children with Vietnamese origins have a better capacity to adapt to study and work than children from African immigration. Now, my grandfather is Vietnamese. My father was born in Vietnam. I'm a French citizen with Vietnamese name. I studied in the same university as you did. I worked very hard. My question is, do you think that if my blood was not from Vietnam, but from, say, Algeria, Senegal, Ivory Coast,
do you think I could have made it to Oxford? Mais non. Do you think that an African child is lazier than an Asian child? Do you support the statement of your running candidate? Non, mais attendez, je vous arrête parce que là, vous partez dans un délire complet. Donc, stop. Je ne sais pas si Sophie a dit ça, mais je pense que ce qu'elle voulait dire, et ça n'a rien à voir ni avec le sang, ni avec quoi que ce soit de cela, c'est qu'il est clair que les Français d'origine vietnamienne ont à cœur l'assimilation dont je parlais tout à l'heure. À Rome, ils font comme les Romains. Ils n'entendent pas imposer leur mode de vie. Ils considèrent bien souvent que le respect de la loi scrupuleuse, des mœurs, des codes, des traditions françaises est un hommage qui est rendu au pays dans lequel ils arrivent. Le problème de l'immigration maghrébine et subsaharienne n'est pas un problème d'individu, c'est un problème de nombre. Je voudrais que vous compreniez que, quand je disais tout à l'heure que l'immigration massive est le terreau du communautarisme, quand il y a trop de gens qui arrivent en même temps, qu'a fait le gouvernement français, les gouvernements français? Ils les ont mis là où ils pouvaient, donc dans les fonds des banlieues. Et au fur et à mesure, ces quartiers sont devenus des quartiers immigrés. Et les gens ont vécu selon leurs règles, leur mode de vie. C'est ça le communautarisme. C'est quand on se regroupe par communauté. Ce n'est pas obligatoirement uniquement de leur faute, hein. C'est aussi de la faute du gouvernement français qui n'a pas été raisonnable concernant les chiffres de l'immigration et qui, de fait, a créé les ghettos, dont parlait d'ailleurs M. Valls il y a quelques jours. Donc, je crois que l'assimilation est un problème, une démarche individuelle. Il n'y a qu'un individu qui peut avoir envie de s'assimiler. Une communauté ne peut pas s'assimiler telle qu'en elle-même. On ne peut pas assimiler un groupe, on assimile les individus d'un groupe. Donc, en poussant au communautarisme, en poussant à l'enfermement communautaire, en fait, on crée les conditions de l'échec de l'assimilation individuelle. Et c'est précisément parce que je crois encore à l'assimilation individuelle que je veux qu'on arrête l'immigration, parce que nous avons déjà beaucoup de gens qu'il faut assimiler individuellement avant de continuer, au lieu de continuer à recevoir un nombre très important d'étrangers sur notre territoire. Why are you using the term assimilation instead of integration? C'est une très bonne question parce que ce sont précisément deux concepts qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. L'assimilation impose l'idée d'un abandon d'une partie de soi. On abandonne une partie de ce qui fait vous-même pour se fondre dans la communauté nationale, pour en adopter les règles, les mœurs, les codes. Et c'est d'ailleurs précisément cette souffrance, car c'est une souffrance. Nous en sommes tout à fait conscients. C'est cette souffrance, c'est ce sacrifice d'une partie de soi-même qui est d'ailleurs entendu par la communauté nationale comme précisément l'expression supérieure de la volonté d'appartenir au groupe national. L'intégration est un concept radicalement différent, qui consiste à venir un peu comme chez McDo, tel qu'en vous-même. Venez comme vous êtes et restez comme vous êtes, avec vos habitudes, vos modes de vie, vos codes, vos valeurs, et on vivra les uns à côté des autres. Eh bien, je ne crois pas à ce projet-là. Je crois que ce projet-là ne fonctionne pas, précisément parce qu'il sépare les communautés les unes des autres et pousse les communautés à se regrouper les unes les autres. Venez dans un certain nombre de banlieues françaises et vous vous apercevrez, il faut bien le dire avec la complicité des pouvoirs publics, qu'il y a un immeuble pour les Chinois, un immeuble pour les Africains, un immeuble pour les Maghrébins. Ça n'est pas la vision que j'ai
de la République française. Et donc cette intégration que l'on a substituée à l'assimilation républicaine est, je crois, aujourd'hui une des raisons de la tension communautaire qui existe dans notre pays. Donc je ne veux pas de l'intégration et je veux le retour de l'assimilation républicaine. Je vous donne un exemple, si je peux. Pas être trop longue, mais avant, en France, parce qu'on défendait l'assimilation, on considérait que l'école était un creuset républicain, qu'on prenait des enfants qui venaient de pays différents, avec des histoires différentes, et on en faisait des Français, selon les mêmes règles, avec les mêmes apprentissages. Tout le monde était fondu, en quelque sorte, dans ce moule républicain. Depuis l'abandon de l'assimilation, on demande aux enfants dans les écoles françaises s'ils veulent prendre des cours de langue et de culture d'origine. Eh bien, je pense que c'est une erreur majeure. Je crois qu'en renvoyant les enfants, non pas à leur statut de français, mais à leur statut de français d'origine, un tel ou un tel, on les sépare déjà dans leur tête. Qu'il y ait un respect de la culture d'origine, on le conçoit tout à fait, mais il doit s'exercer dans le cadre familial. C'est à la famille de transmettre les souvenirs, la culture du pays d'origine. Mais ça n'est pas à l'école de la République. L'école de la République, elle fabrique des Français, elle apprend l'histoire de France, elle apprend la culture française, et précisément, elle est là pour lisser les différences et non pas pour exacerber les différences. The gentleman at front. So Franco-Rwandan relations have been quite bad recently. Well, I say recently, for a long time, because President Kagame of Rwanda accused France of having, been at least complicit somewhat in some of the atrocities that happened in Rwanda during the genocide. And I believe you said that Sarkozy had insulted the memory of the French army by agreeing to receive him in Paris because these accusations were false. Do you not think there's enough evidence to support what he's saying, that France's army, what they did in Rwanda during the time of the genocide, was actually inexcusable and unforgivable? C'est votre opinion, monsieur. Ce que je ne supporte pas, parce que les responsables politiques français ont trop l'habitude de le faire, c'est de faire porter leur responsabilité sur les autres. Car s'il existe une responsabilité dans l'affaire du Rwanda, c'est sûrement pas la responsabilité de l'armée française, mais sûrement de ceux qui ont donné des ordres à l'armée française. C'est cela que je condamne de la manière la plus ferme. C'est la manière dont les responsables politiques se débarrassent de leurs responsabilités. Moi, je crois que l'armée française s'est tenue de manière remarquable et qu'au Rwanda, elle n'a rien à se reprocher. Mais si des reproches politiques sont à faire, alors ils sont à faire aux responsables politiques, pas aux soldats. Car les soldats, eux, ils obéissent aux ordres qu'on leur donne. Hi. So in the past, you've said that illegal immigrants should not be given free healthcare. And in your speech, you said that France was the cradle of human rights. How are you giving illegal immigrants their human rights if you're denying them their basic needs? Madame, je pense que la France est un des seuls pays qui prend en charge intégralement le soin des immigrés clandestins sur son territoire. L'immense majorité des pays, de manière assez sage d'ailleurs, ne prend en charge ces soins que lorsqu'il existe une affection grave ou évidemment un risque de vital, ce qui est tout à fait légitime. Mais l'aide médicale d'État crée d'abord un appel d'air, comme beaucoup d'autres mesures en France,
qui fait que mon pays est un pays qui est devenu beaucoup trop attractif à l'immigration clandestine. La scolarisation gratuite des enfants, la prise en charge par toute une série d'associations, les soins totalement gratuits, les aides qui sont accordées, l'espérance d'être régularisé même lorsqu'on est venu en violation de la loi, sont autant de pompes aspirantes de l'immigration clandestine et font de la France un des pays les plus, encore une fois, attractifs. Deuxièmement, je pense qu'il est scandaleux, mademoiselle, que des immigrés clandestins ne payent pas 1 centime pour se faire soigner, alors qu'il y a des millions de Français aujourd'hui, et particulièrement des personnes âgées qui ne peuvent pas se soigner correctement car elles n'en ont pas les moyens. Et pourtant, elles ont travaillé toute leur vie. Et pourtant, elles ont cotisé à la sécurité sociale toute leur vie. Et malgré cela, elles se retrouvent moins bien traitées dans leur propre pays que ne le sont des immigrés qui sont venus ici sans qu'on leur en donne l'autorisation. Je pense qu'il faut être juste, car si l'on n'est pas juste, alors on crée effectivement des ressentiments légitimes de la part de la population. Les Français sont en grande souffrance aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens pauvres. Et il faut savoir, à un moment donné, faire passer les siens avant les autres. Je l'assume totalement. Je pense que tant qu'il y aura un Français qui n'est pas soigné correctement, qui n'ose pas aller se soigner, dont les médicaments ne cessent d'être déremboursés les uns après les autres, eh bien, l'on ne pourra pas prendre en charge l'intégralité des soins de ceux qui sont venus en violant la loi. Hi, thanks very much for your speech. During your speech, you spoke about your belief in national borders and the importance of controlling them. Why then are you so keen to build a partnership with President Putin, who clearly does not share your view on national borders and in fact is quite happy to reshape them as he likes? That's my question. Avec Putin. Qui n'est pas d'accord avec les frontières? Could you repeat that just? Sure. Vous pouvez bien l'expliciter surtout, car je ne suis pas sûr que M. Poutine soit pour la disparition des frontières. Well, given his recent actions in Ukraine and his annexation of the Crimea, my question is, given that you're such a firm believer in national borders, why is it that you're keen to build a closer partnership with Russia? Ouais, d'accord, j'ai compris. Oui, bon, objectivement, la situation, enfin, l'affaire de la Crimée est une affaire un peu particulière, ça ne vous aura pas échappé. À partir du moment, si vous voulez, où le gouvernement ukrainien, avec lequel je n'avais aucune amitié, je vous le dis aussi clairement, a été renversé en quelque sorte, et qu'un nouveau gouvernement issu de la Révolution a pris le pouvoir avec des alliés qui sont très contestables. Vous savez qu'il existait, place Maïdan, un certain nombre de milices dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles avaient des proximités idéologiques que l'on considérerait comme nauséabondes. Je crois que c'est le terme qu'on utilise en règle générale. Bon. Quand la Crimée a organisé son référendum, elle a profité en quelque sorte de l'illégitimité du gouvernement en place, puisque ceci s'est déroulé avant les élections ukrainiennes. La Crimée a toujours appartenu à la Russie, vous le savez. Elle n'est ukrainienne que depuis quelques dizaines d'années. On ne peut pas dire que le référendum ait été contesté dans sa tenue. Ça n'a pas été fait d'ailleurs, ni compte tenu du nombre de participations qui a eu lieu. Donc la Crimée est redevenue russe parce que je crois l'écrasante majorité des habitants de Crimée se considéraient comme russes. J'ai regretté cette situation. Le Front National, dès le début de la crise ukrainienne, a fait une proposition qui était une proposition de fédéralisation de l'Ukraine pour que l'Ukraine conserve son unité et sa souveraineté.
mais que chaque région puisse avoir une part, en quelque sorte, d'autonomie qui tienne compte de ses spécificités historiques. Ça n'a pas été possible, mais ça n'a pas été possible aussi de par la mauvaise volonté de l'Union européenne. Et je crois que l'Union européenne est responsable en partie de la crise ukrainienne, car en faisant une sorte de chantage au gouvernement ukrainien, elle a, comment dire, recréé les divisions historiques au sein de l'Ukraine entre ceux qui regardent à l'Est, et ils ont le droit de le faire, et ceux qui regardent à l'Ouest, et ils ont également le droit de le faire. Donc je pense que c'est aussi une erreur historique qui a été commise par l'Union européenne. Mais je vous signale que ceux qui se sont plaints de la situation ukrainienne avaient moins de complexes quand il s'agissait du Kosovo. You speak of the need for immigrants to assimilate, to become French. What do you think it means to be French? Because I hope and believe that this country values free speech and liberty as well as the French. So what does it mean to be French, and why is that so important to you? C'est marrant parce que c'est une question, vous êtes, certains d'entre vous semblent être, comme nos dirigeants d'ailleurs, déjà dans une vision post-nationale, une sorte de vision de citoyen du monde. C'est vrai que je suis ici devant des gens qui sont quelque part ceux qui probablement, et je le dis sans animosité, seront les gagnants de la mondialisation. Mais moi, je ne me bats pas pour ceux qui sont les gagnants de la mondialisation. Moi, je me bats pour les millions qui sont les perdants de la mondialisation. Parce que vous n'avez besoin de personne pour vous défendre, et probablement dans votre vie, vous n'aurez peut-être besoin de personne. Mais il y en a des millions qui ont besoin précisément qu'on vienne à leur soutien. Alors qu'est-ce que c'est qu'être français? Vaste question qui a agité la France sous Nicolas Sarkozy dans le cadre d'un débat sur l'identité nationale qui, comme vous le savez, a été lancé par l'ancien président. Être français, c'est se fondre dans un corpus de valeurs, c'est se réjouir de l'histoire de son pays, c'est être capable, avec la communauté nationale, de se projeter dans un avenir commun, c'est accepter les qualités et les défauts du pays auquel on appartient, c'est être attaché au-delà de tout à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, c'est défendre l'unité de la nation, puisque cette unité, elle est dans notre Constitution. La République est une et indivisible. C'est partager les peines du peuple auquel on appartient, partager ses joies. C'est être aussi le réceptacle du patrimoine français, patrimoine littéraire, culturel, pictural, architectural, et j'en passe. C'est cela, être français. Et ce qui est très triste en France et en Grande-Bretagne d'ailleurs, aujourd'hui et dans d'autres pays, c'est quand on entend des gens qui ont pourtant la nationalité française répondre soit qu'ils sont musulmans avant d'être français, soit qu'ils sont algériens alors qu'ils sont français. C'est-à-dire être dans l'incapacité précisément de se fondre dans cette nationalité. C'est aussi la raison pour laquelle le Front National veut mettre en place la priorité nationale, pour redonner un contenu à la nationalité française. Mettre en place ce qui existe en Suisse, mais aussi au Maroc. À compétences égales, eh bien, le français en France aura un accès privilégié à l'emploi ou au logement. Ainsi, ceux qui sont français et ne le savent pas s'apercevront qu'eux aussi, comme français, ils ont des avantages à l'être. Mais surtout, l'amour de la France, ça s'apprend à l'école.
Et je pense que l'école française n'a pas joué son rôle dans les dernières années. C'est peut-être la raison pour laquelle elle est dans un aussi grave échec aujourd'hui. I have a question about the economic policies of your party. I was wondering, I get the impression that your approach is quite protectionistic, and I was wondering if you could explain to me why you apparently do not agree with me that history, the 30s, have shown that protectionism will only make our world economy shrink and can even lead to a war. Why you not think that's true? Could you repeat the question to speak a bit louder? Sorry. I was Non, j'ai wondering compris, why. j'ai compris. Yes. Non, j'ai compris. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est le libre-échange qui conduit à la guerre. Et d'abord à la guerre économique, celle que nous vivons, car nous vivons une guerre économique. Le libre-échange tel qu'ils l'ont conçu, au bénéfice de quelques-uns, au détriment du plus grand nombre, est en fait profondément injuste. Vous voyez bien que l'on ne peut pas accepter cette course au prix minimum qui est en train de se jouer dans le monde aujourd'hui. Car c'est une course qui met en place les conditions de l'esclavage futur. Celui qui gagne aujourd'hui dans le monde du libre-échange total, où seul le prix du produit compte, c'est celui qui va aller chercher le plus loin des populations de travailleurs qu'il pourra traiter le plus comme des esclaves, payer le moins cher, faire vivre le plus mal, polluer le plus, car c'est vrai que le respect de l'environnement, ça coûte cher à une entreprise. Être le moins exigeant en matière de la sécurité des produits, car la sécurité des produits, ça rapporte c'est un coût supplémentaire pour l'entreprise. Eh bien moi, cette course au plus salaud, je n'en veux pas. Ça n'est pas la vision que j'ai de l'homme, ça n'est pas la vision que je défends de la société. Je pense donc qu'il faut mettre en œuvre un protectionnisme intelligent. Il faut arrêter cette course à la concurrence internationale déloyale qui est en train d'effondrer le niveau de vie et le pouvoir d'achat de nos propres compatriotes. Il y avait un autre choix que celui-là. Imaginons que nous ayons mis des droits de douane. Et l'on pouvait se dire, ces droits de douane, ils vont être modulables en fonction précisément d'un certain nombre de critères. Plus les pays avaient un bon niveau de protection sociale pour leurs travailleurs, plus les droits de douane étaient bas. Plus les entreprises respectaient l'environnement, plus les droits de douane étaient bas. Plus les entreprises respectaient la sécurité des consommateurs, plus les droits de douane étaient bas. Moins ils respectaient ces critères, plus les droits de douane étaient hauts. Alors, ce sont les pays émergents qui auraient été tirés vers le haut au bénéfice de tous, et notamment de toute leur population. Alors qu'aujourd'hui, le moins-disant social, environnemental et de sécurité fait que ce sont nos pays qui sont actuellement tirés vers le bas. C'est un vrai choix de société auquel nous sommes effectivement confrontés. Moi, j'ai fait mon choix. Mon choix, c'est qu'un protectionnisme intelligent est seul susceptible de préserver les progrès qui ont été ceux de nos pays et de tirer vers le haut, vers le progrès, les pays émergents et non pas l'inverse. We have time for one last question. So go for the gentleman there in the coat. So you mentioned that as an immigrant in France, you either have to choose assimilation or just complete living in segregation, and that France as a country either has to exit the Eurozone or submit its sovereignty, and that either France close its borders towards all immigrants or have to, I guess, be vulnerable to the flood of Islamist extremists.
Do you not think that your ideologist is a bit too absolutist? Is there no middle ground between all these options? Mais encore une fois, je veux me faire bien comprendre. Une frontière n'est pas un mur. Une frontière, c'est un contrôle. C'est la capacité de vérifier, de surveiller. Vous imaginez bien et vous avez bien compris que l'ouverture totale des frontières fait la joie des mafias, fait la joie des trafiquants de drogue, fait la joie des trafiquants d'armes. Si tous les pays du monde ont et maîtrisent leurs frontières, c'est qu'évidemment la frontière est un filtre, mais la frontière est comme la fenêtre de votre appartement. Vous l'ouvrez si vous le désirez, vous l'entrouvrez si c'est votre intérêt, et vous la fermez le moment où vous avez le besoin de vous protéger. Une frontière, c'est ainsi. Concernant l'immigration, si nous sommes obligés aujourd'hui de dire qu'il faut arrêter l'immigration, c'est parce que l'immigration a été déraisonnable depuis 30 ans en France, absolument déraisonnable, et que ceci non seulement a pesé sur nos finances, sur l'équilibre de nos comptes sociaux, mais pèse aujourd'hui sur le sentiment d'unité nationale. C'est cela que je suis en train de dire. Pourquoi accepterions-nous encore des gens supplémentaires alors que nous avons, je le répète, 6 millions de chômeurs? Qu'est-ce que nous allons dire à ceux qui viennent? Venez, nous allons vous offrir le chômage. Nous allons vous offrir des ghettos dans les banlieues. Mais c'est profondément malhonnête à l'égard de ces gens. Donc, c'est la double peine, la peine pour les Français et la peine pour ceux qui croient trouver l'Eldorado alors qu'il n'y a plus d'Eldorado. Moi, je suis une femme de sincérité et d'honnêteté. Je préfère dire, écoutez, nous ne pouvons plus accepter des étrangers supplémentaires sur notre territoire. Nous n'en avons plus les moyens. Nous n'en avons plus les moyens. Ça, c'est une politique de clarté. Mais si la France n'avait, ne serait-ce que ce qu'a la Grande-Bretagne, une monnaie, des frontières, croyez-moi que déjà nous nous porterions mieux. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons plus aucune souveraineté, ni territoriale, ni monétaire, ni budgétaire, ni économique, ni législative. Alors sommes-nous encore un peuple libre? La réalité est non. Nous ne sommes plus un peuple libre. Car si je viens chez vous et que je vous dis « Vous ne pouvez pas décider qui entre dans votre appartement. Vous ne pouvez pas décider de la manière dont vous allez dépenser votre argent. Vous ne pouvez pas décider de la manière dont vous allez vivre et les règles que vous avez décidées avec votre famille. Mais vous me direz, vous avez fait de chez moi un enfer. Eh bien, l'Union européenne a fait de chez moi un enfer. Okay, thank you, ladies and gentlemen. Merci à vous tous, merci de votre attention.